Naturellement, j'ai attendu pour recueillir ce que Gustave et les autres pensaient de l'actualité, que le président nous fasse son dernier discours, je veux dire son dernier en date. Qu'allez-vous penser là? Nous en aurons sûrement d'autres, même s'il est vrai que l'impatience s'émousse un peu à leur sujet. Donc discours qui l'autre soir, avant-hier soir exactement, ressemblait tellement au service minimum que l'abonné au Monde a disparu au moment où j'arrivais, de crainte d'entendre les commentaires que nous avions à faire. Il craignait visiblement de figurer sur la photo de l'opinion des gens du bar de Campagnol, qui en vaut une autre, surtout que le bar de Campagnol, depuis 10 jours, ses terrasses ont augmenté. C'est-à-dire qu'il y a le double de tables et que les consommateurs se mélangent à ceux qui passent. Du coup, ceux qui passent s'arrêtent souvent même sans consommer. Et au bout d'une heure, on peut donc parler avec à peu près tout le village. Là, visiblement, le sentiment à propos de ce qu'avait à dire le président, c'était rien. J'entends qu'il n'avait rien à dire sur des choses pourtant extrêmement lourdes, celles dont il parle généralement d'un ton léger, mais là, non, c'est qu'on voit que ça va mal. Il a préféré parler de choses légères sur un ton solennel, au contraire. Par exemple, les gosses qui vont retourner en classe pour 10 jours avant les vacances, tu parles si on s'en fout. Là, je vous résume le sentiment général, évidemment. D'après l'instituteur, on voit pas bien ce qu'il lui a pris. Il a cherché dans sa besace ce qu'il y avait de plus futile pour éviter le reste, et le patron du café a ajouté si, il a quand même dit que Paris passait en zone verte. Tu parles d'une victoire. Nous, on est en zone verte, mais moi, ça m'empêche pas de faire moins de la moitié de mon chiffre habituel. Donc la seule chose à faire, c'était de dire que ce que tout le monde sait, c'est que le virus n'a plus tellement d'énergie, il est tout mouligasse. Là, c'est un mot local, je précise qu'il n'a pas besoin donc d'être traduit. Donc la seule chose à faire, à dire, a-t-il dit, s'il avait été un décideur, c'était de dire: je fais le pari que Raoult a raison, de prétendre que l'épidémie est terminée, j'en ai l'intuition, je laisse les tables se rapprocher comme autrefois. La seule chose que j'interdis à la rigueur, c'est la clim, parce qu'apparemment il y aurait un rapport entre le virus et le froid. Donc les restaurants, normalement, devraient faire autant de couverts qu'avant en ce moment et ne pas mourir, mais il n'a rien dit de tout ça. Et là, c'est Vladimir qui a pris le relais en disant: moi je crois savoir ce que Gustave appelle des sujets lourds. Et ça, c'est frappant, en effet. Tout le monde parle des protestations dans la rue parce qu'il y aurait des discriminations raciales aux États-Unis. Tout le monde dit: mais d'où vient-elle cette colère de la jeunesse immigrée? Eh ben, les gens ont la mémoire courte, nous a-t-il dit, parce que quand un président de la République était alors seulement candidat, est allé faire un tour à Alger récemment, au printemps 2017, il a dit à toutes les télés que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais maintenant, il n'a pas du tout l'impression que la jeunesse venue de pays ex-colonisés est en train de se dire: s'il est vrai que la France a commis un crime contre nous, c'est le président qui l'affirme, et il a l'air de connaître son sujet puisqu'on le voit papouiller des Noirs torse nu au moindre prétexte pour se faire pardonner. Eh bien, on va lui faire payer ça à la France, on va demander des réparations, une repentance, une réécriture de l'histoire. Ah, ça, a dit Gustave, il en a parlé, il a dit que ce n'était pas bien de réécrire l'histoire. Oui, a dit le jeune Vladimir, sauf que c'est lui qui a commencé. Présenter la colonisation comme un crime contre l'humanité, c'était un scandale, c'était un mensonge. Alors il y a quelqu'un que je sais plus qui a dit, mais à notre jeune Vladimir: mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'as jamais bougé d'ici, t'as moins de 40 ans, t'es ukrainien d'origine. Alors pour une fois, c'est moi qui vous parle, qui ai pris la parole, et je leur ai dit à tous qui écoutaient là sous les platanes, et à ceux qui avaient l'air vaguement séduits par l'idée que les colonisateurs pouvaient être des criminels contre l'humanité, je leur ai dit: je sais que vous n'allez pas souvent à l'église, mais vous avez ici au fond de l'église de Campagnol un témoignage de ce que la colonisation, c'était aussi des gens d'un courage et d'une générosité folle. Et ce témoignage, ce petit musée sur 2 mètres carrés, concerne un type d'ici qui est mort au milieu des années 80, qui est parti du séminaire de Montauban, le père Clément. Là, je mets un faux nom pour éviter qu'on remonte jusqu'au village de Campagnol. Donc, ce jeune prêtre, qui était trop jeune pendant la guerre de 14 pour devenir soldat, est parti juste après dans l'un de ces pays d'Afrique qui ont changé de nom depuis. C'était le Dahomey, c'est devenu le Bénin. Et il a fondé un dispensaire, une maternité, une école. Il a rénové une petite église. Et finalement, le tout est devenu un village, et la maquette de ce village en bois est ici dans notre église de Campagnol. Je ne sais même pas s'il n'a pas été canonisé par le pape ou fait bienheureux, quelque chose comme ça. En tout cas, il est mort là-bas, et je dis, j'ai lu des choses très bien sur lui, c'était la bonté même, il était botaniste, plus ou moins guérisseur, il avait, d'après les témoignages, un petit côté Don Camillo. Alors quand je vois la suffisance, l'ignorance avec laquelle le président de la République balaye toutes ces aventures individuelles, tous ces gens qui partaient par pluridéal, cette façon qu'ils ont, ces ignorants énarques, de mépriser les coloniaux en les traitant de génocidaires par principe, c'est pareil, j'ai honte pour la France de Campagnol
l'école qui a vu partir son petit séminariste en 1920 au Dahomey. Mais j'ai surtout honte, leur ai-je dit, parce que ce président est en fait un président vendu, un président américain, une buse, un butor qui a adopté sans réfléchir la vision américaine de la colonisation parce qu'il est domestiqué par Washington et qu'il nous apprend chaque jour au fil de ses discours la domesticité de la pensée. Pour schématiser, leur ai-je dit, les Américains sont des colonisés qui ont chassé les Anglais, du coup ils s'identifient depuis 200 ans à tous ceux qui protestent contre la colonisation. Enfin, tout le monde, sauf les Indiens, qu'ils ont zigouillé d'abord de manière préventive en arrivant. Ce sont les Américains qui, en débarquant en Afrique du Nord, ont introduit en Algérie, après la guerre, l'idée que les Français étaient des salauds. Ce sont eux qui ont soutenu tous les mouvements où on tuait les colons, parce que c'est une civilisation cupide, mercantile, qui ne voulait pas imaginer qu'on aille là-bas dans les années 20, la main sur le corps, par amour de Jésus-Christ, et qu'on veuille être enterré parmi les villageois sous un tas de pierres. Alors, sans vous parler plus longtemps du père Clément, leur ai-je dit, dont pourtant les arrière-petits-neveux sont voisins et que vous croisez à la mutualité agricole, je peux au moins vous parler du collège religieux parisien où j'ai été élevé. Oui, c'est toujours votre serviteur qui parle. Le collège Franklin, où Brigitte Macron a donné des cours de français quand elle a été chassée d'Amiens, pour les raisons qu'on connaît. Un collège situé dans les beaux quartiers de Paris, où la mère de Bruno Le Maire a été plus ou moins secrétaire générale, où les enfants de Bernard Arnault ont fait leur classe secondaire. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences en liaison avec le pouvoir actuel, mais c'est pas le sujet. Et bien 20 ans avant l'arrivée de tous ces gens si vertueux aux affaires de l'État, de la France, 20 ans avant l'éclosion de ces esprits universels qui savent tout, qui ont tout appris des Américains, les jésuites parisiens du collège Franklin étaient jumelés, figurez-vous, avec un autre collège de Douala au Cameroun, où ils passaient leur temps à envoyer des professeurs des subventions, du matériel, à organiser des échanges et des kermesses, en somme comme de vrais criminels contre l'humanité, dont le clan Macron à l'époque était par conséquent complice. Et quand 20 ans plus tard j'ai conversé un après-midi de janvier à l'Académie française avec Léopold Senghor, un jour de remise de prix, je n'ai pas eu l'impression qu'il avait beaucoup hésité à se voir attribuer les honneurs de la République française, alors qu'il aurait dû, puisque selon Emmanuel Macron, lumière entre les lumières et vrai Dieu n'est du vrai Dieu, le peuple sénégalais a été victime d'un crime contre l'humanité comme les autres, quand il était sous domination française, et quand d'ailleurs Senghor y préparait l'école normale. Alors moi je dis, et je conclus que le président aurait dû rappeler ce genre de choses pour corriger la première impression de son discours de candidat en 2017, mais que là non, il a dit que les policiers faisaient bien leur travail, certes, mais il n'a pas ajouté que les mérites de la France en Afrique, avant la guerre, avant la fin du gaullisme, étaient au moins aussi grands que ses défauts, et qu'il fallait toujours faire crédit à quelqu'un de ses mérites avant de blâmer ses défauts. Le patron du café a enchaîné. N'empêche que quand le président se prendra sa branlée finale, là, il l'aura pas volé. Et là, on a senti qu'il allait plaider pour sa corporation. Mais il a dit, tu te souviens, Gustave, normalement, tu devais corriger le discours de Macron. Tu nous avais promis, dès qu'il prononçait un discours nul, de montrer comment ça fait quand on parle au cœur des gens à la place, et quand on a ce qu'il faut où il faut, et qui va généralement par pair, comme tu le dis volontiers. Je parle des lunettes, à te préciser, Gustave, à ce moment-là. Le cafetier a continué. Tu disais que ça sonnait toujours creux, les discours de notre président, et que non seulement il n'y avait pas de forme, parce qu'il porte une politique, il dit celles et ceux, il dit d'une rive l'autre de la Méditerranée. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi ça te choque, mais tu disais aussi qu'il n'y a pas de fond non plus, et là, je t'approuve entièrement. Bon, a dit Gustave, je vais le faire, je vais essayer d'imaginer ce qu'il aurait dû dire, mais d'abord, pour répondre à ta question sur l'expression d'une rive l'autre, sache que ce frimeur qui parle au peuple de nouveaux paradigmes en permanence, tu parles si les gens comprennent le mot, emploie toujours des expressions destinées à montrer qu'il a lu des livres en disant d'une rive à l'autre de la Méditerranée, d'une rive l'autre, pardon, de la Méditerranée, il te montre qu'il connaît le titre du livre de Céline, d'un château l'autre, sauf que c'est pas du tout l'équivalent de d'une rive à l'autre. On se parle d'une rive à l'autre, on coopère d'une rive à l'autre, mais quand tu dis d'une rive l'autre, ça veut dire que tu changes simplement de lieu, de décor, c'est comme une espèce de fuite. C'est d'ailleurs une incorrection, il me semble que c'est une invention
de l'écrivain Céline, qui n'existe pas en français. Il désignait par cette expression une espèce de dérive géographique, et puis c'est tout. En tout cas, c'est l'une de ces préciosités qui trahissent chez notre président le littéraire m'as-tu vu et ignorant qu'il est, et qui a d'ailleurs été repoussé de manière opiniâtre par une grande école littéraire, Normal Sup. Dans le genre, je vous renvoie aussi à son discours chez Sanofi, là, ce matin même, a dit Gustave, où il dit, je cite, « Je vais mettre la France à l'excellence de la lutte contre le virus et pour trouver un vaccin. » Fermez les guillemets. Et moi, là, je dis, a dit Gustave, punaise le style, le niveau. Après, ça t'étonne qu'il ait été recalé 3 fois à Normal Sup. Il dit 23 fois de suite excellence, celles et ceux et celles, les femmes et les hommes. T'as l'impression d'un type qui fait tourner le moulin à prière de la connerie en permanence. Bon, alors, a dit Gustave, en se calmant toutefois, imaginons que je sois le président et que je veuille défendre les cafetiers restaurateurs, puisque c'est de ça qu'il était question, dont on va voir disparaître un tiers si on ne fait rien. Alors, qu'est-ce que tu ferais, a dit le restaurateur, comme discours attends, je t'improvise un truc. Et là, il a mis la main sur le cœur, comme s'il était Jean Jaurès, et il a dit, je dirais, vous êtes le sel de notre vie sociale depuis 2 siècles. Si les gens viennent de partout pour nos bistrots, c'est parce qu'ils sentent bien que ces lieux, ces restaurants, ces hôtels, ces chambres d'hôtes sont des conservatoires de notre esprit de famille français. Et vous voilà malheureusement au bord de la ruine à cause d'un coup du sort. Or, il ne m'a pas échappé. Tout président que je sois, pas plus qu'à quiconque dans ce pays, j'imagine que les assurances faisaient la promotion l'an passé de toutes sortes de contrats couvrant pertes d'exploitation et mésaventures du même genre. Elle nous disait ces assurances à la télé, par exemple, Olivier, ancien artisan boulanger avec sa jambe cassée, est couvert par notre contrat perte d'exploitation, etc. Avant de vous en parler ce soir, j'ai regardé les chiffres du secteur en Europe. Les 2 dernières années ont été marquées par une progression considérable du secteur de l'assurance. En d'autres termes, l'assurance a dégagé d'énormes bénéfices récemment. Et c'est là que nous apprenons, et moi président de la République un peu avant les autres, que lorsqu'un artisan ou un restaurateur signe un contrat qui inclut la perte d'exploitation pour cause d'épidémie, eh bien il n'est pas couvert parce qu'il s'agit, figurez-vous, d'une pandémie. Eh bien ce soir, je vais avoir le regret pour les uns et le plaisir pour les autres de vous informer que j'ai donné des ordres précis pour que le secteur de l'assurance soit contraint par décret à payer les pertes d'exploitation des contrats qui comportent cette clause, souvent en précisant d'ailleurs par suite d'une décision administrative, ce qui a été le cas. Nous veillerons à ce que cette indemnisation massive reste dans des proportions qui ne déséquilibrent pas le secteur de l'assurance, et Bercy fixera le point d'équilibre. Mais nous ne pouvons pas laisser un tiers de la restauration française, où se forge tous les jours le cœur de la France profonde, périr à cause d'une clause ambiguë au bas d'un contrat, pendant que la finance et l'assurance prospèrent de leur côté et continuent à prospérer sur cette ambiguïté. Le restaurateur s'est écrié, mais Gustave Président, j'aurais pas dit mieux. Et Vladimir a demandé, et qu'aurait dit Gustave Président des affrontements entre bandes ethniques dans les rues de l'une des plus vieilles villes de France, Dijon. Vladimir posait la question parce que l'un des protagonistes de ces affrontements était la communauté tchétchène et qui ne pouvait, de son propre aveu, pas blairer les Tchétchènes en tant qu'Ukraino-Russes. Eh bien, a répondu Gustave, je précise quand même que quand le président a parlé à la télé, les choses n'étaient pas encore advenues à Dijon et à Nice, mais faisons comme si le problème était connu depuis la veille. D'ailleurs, je vous signale qu'il a fallu 2 jours pour que les médias réagissent alors qu'on avait des images dès les premières minutes. Donc ça veut dire que l'information désormais est retenue dans une sorte de sas de décontamination, tant qu'on ne sait pas ce que l'Élysée a dit qu'il fallait en dire, etc. Alors lui a demandé Vladimir, qu'est-ce qu'il en dit ton Élysée à toi ? Bon, a dit Gustave, je vais vous dire ce que j'aurais dit en tant que Gustave Président, comme dit l'autre. J'aurais dit, mes chers compatriotes, comme beaucoup j'ai voulu croire que la détention d'armes de guerre, souvent liées au trafic de drogue, mais en très grand nombre, des Uzi, des AK-47, des Kalachnikov sur notre territoire, armes que ces bandes se flattent de posséder, que l'on voit dans leurs clips vidéo depuis 10 ans, et qui parfois donnent leur nom à des groupes de rap, nom que l'on voit donc imprimé sur les pochettes de disques. J'ai voulu croire, dis-je, qu'il s'agissait d'un folklore un peu surestimé, qu'il s'agissait d'armes factices comme celle de mon cher Benalla, dont il est allé dire au juge d'ailleurs qu'il s'agissait d'un pistolet à eau.
ici soupir de bienveillance nostalgique du président. Mais le fait qu'en réponse à une expédition punitive, ces armes aient été produites récemment avec fierté sous les caméras, qu'on les tirait en l'air pour montrer qu'elles n'étaient pas factices, dans une ville de province qui ne passe pas, que je sache, pour une cité babylonienne. Ce fait oblige l'État à réagir par une loi d'exception que je m'apprête à promulguer, ou à faire promulguer. La détention, le trafic et l'usage d'une arme de guerre seront punis des peines les plus lourdes dont est capable notre droit, sans préjuger de la façon dont il va évoluer en la matière, car il est possible d'apporter une solution radicale à un problème radical si le pays y consent, et je vais l'interroger à ce sujet. Oui, ça s'appelle un référendum. Ça, c'est si j'étais Gustave président, a dit Gustave. Mais Macron président est coincé parce qu'il croit encore qu'en ne parlant pas des choses, il va les faire disparaître. Donc quand il ouvre la bouche, ce qui coule, c'est de l'eau tiède. Son mélangeur est réglé sur la position éco. Il est surtout très coincé, a dit le cafetier, parce que les cafés et les restos sont des lieux où s'échangent la parole et l'opinion, et il n'aime ni l'une ni l'autre. Donc aujourd'hui, c'est les cafés, mais demain, ce seront les forums sur Internet. Et là, l'instituteur a dit... il considère l'école comme une garderie où on fait des apprentissages pour avoir une formation et pour devenir une fourmi ouvrière comme les autres, mais pas comme un lieu où on apprend des choses qui n'ont aucune valeur marchande. Il considère aussi le travail comme désocialisé. Le télétravail, ça veut dire pas d'opinion, juste celle de la télé, pas de syndicat, pas de mot d'ordre. Et Vladimir, à son tour, a renchéri en disant, il considère aussi que les demandeurs d'asile qui se tirent dessus dans les banlieues peuvent être grondés comme ces grands noirs repris de justice à qui il faudra arrêter de faire des bêtises. Il considère, comme il l'a fait autrefois en tant que candidat, qu'il y a des types qui peuvent prêcher des trucs radicaux mais qui sont de bons garçons quand même. Ben non, désolé, les radicaux ne sont jamais de bons garçons quand même. Tu les retrouves avec une mitraillette venue d'Asie centrale dans un break et ils tuent 80 personnes d'un coup. Et Gustave a conclu, il considère que nous sommes trop englués, surtout dans nos habitudes et nos minables besoins d'argent pour redresser la tête. Je te jure, a dit Vladimir, quand j'ai vu les Tchétchènes de toute la France monter à Dijon pour une sordide histoire de drogue, je me suis dit, mais qu'est-ce qui empêche les artisans et les paysans d'en faire autant pour rétablir leurs droits? En tout cas, et je conclus, on comprend pourquoi ils sont décidés à laisser périr les cafés quand on y entend ce qu'on y entend en ce moment. Mais le cafetier a dit à son tour, sans café, les gens se parleraient sur les ronds-points et ils apporteraient leur bière, donc ils ne gagneront jamais. À bientôt, merci.